Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre troisième meet-up de l'année 2020. Nous sommes ravis de le faire dans les locaux du coup de Microsoft qui nous accueillent. Merci beaucoup. Alors ce soir, nous allons nous plonger dans la 4e révolution industrielle autour d'un sujet absolument passionnant. J'espère que vous passerez un beau moment. Les échanges et la présentation de nos experts va durer 1 heure environ, dans laquelle on pourra du coup vous proposer un échange de questions-réponses. Et nous vous proposons de poursuivre cet échange par la suite autour d'un petit verre qui vous sera proposé dans ce même espace. Alors pour me présenter, je suis Christelle Nedelec, je suis leader au sein de OnePoint Sud-Ouest et je suis ravie de vous accueillir ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous anime ce soir, je me permets de faire une petite présentation de OnePoint pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes un acteur spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, des acteurs publics et des startups autour de la transformation numérique. Et notre positionnement se place autour de la data et l'IA, grand sujet de ce soir, la plateforme, le design et toute la notion de super collectif et de comment travailler en super collectif. Au niveau du Sud-Ouest, plus spécifiquement, nous sommes situés à Bordeaux et à Toulouse, 350 collaborateurs environ, qui travaillent toujours avec des valeurs fortes de convivialité, d'apprentissage, d'innovation notamment, et nous interagissons avec de nombreux acteurs locaux et bien sûr notre partenaire Microsoft. Si vous souhaitez un jour nous rencontrer un peu plus et visiter nos locaux, donc nous sommes basés à Toulouse, comme je le disais tout à l'heure, dans le centre de Toulouse et à Pessac et ici à la Cité numérique. Nous travaillons nos locaux et nos bureaux autour de nos usages, donc nous avons l'habitude d'aménager nos différents espaces. Donc, Fabien, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans ton espace et je te laisse la parole. Merci Christelle. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, Fabien Vadny. Moi, je suis Lab Manager Microsoft. Donc, bienvenue dans l'expérience Lab de Microsoft de Bordeaux. Cet espace, en fait, est dédié à vous. Toutes et tous qui êtes réunis ce soir donc pour évoquer avec les experts OnePoint les sujets autour de la data et de l'IA. L'objectif en fait est de permettre en fait à tous les acteurs du numérique et tous les acteurs d'une manière générale dans chacune des régions de pouvoir bénéficier en fait de ce type d'espace et de ce type de plateforme pour se rencontrer et échanger autour des sujets liés à la transformation et liés à cette 4e révolution industrielle que nous connaissons. L'expérience Lab est un endroit qui n'est pas unique en France puisque nous avons d'autres petits copains qui sont installés dans d'autres villes et d'autres métropoles françaises. Vous avez donc Nantes qui existe maintenant depuis 1 an. D'ici quelques semaines, à savoir début avril, nous allons avoir Toulouse qui va s'ouvrir donc à la Cité des Startups. Suivront Lyon puis Marseille. Donc l'objectif étant d'avoir différents espaces pour pouvoir et permettre de se rencontrer, d'échanger avec différents experts et d'offrir également des espaces pour notamment accompagner les étudiants de l'école IA. J'en vois certains là-bas, je vous fais un petit signe, que j'appelle généralement mes colocs. Et l'objectif est vraiment de pouvoir permettre en fait à tous les acteurs de pouvoir se rencontrer. Donc bonsoir, bienvenue encore à toutes et tous, et puis je te laisse à nouveau la parole. Merci beaucoup. Merci Fabien. Alors pour terminer encore quelques instants pour vous évoquer nos ambitions de OnePoint dans le Sud-Ouest, sachez qu'on a des super projets en cours et de fortes ambitions, donc il y a de la place pour plein de monde. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, quel que soit votre profil, n'hésitez pas à toquer à la porte. Dans justement les différentes ambitions qui nous portent aujourd'hui, on a un gros projet de création de campus d'ici 2023 dans le quartier d'Euratlantique où on pourra du coup accueillir nos clients sur place et proposer différentes actions comme un campus de formation et tout ça avec nos partenaires Covivio et Wellio.
Alors ce soir, si on se voit, c'est notamment parce qu'on est en route pour Naya, qui aura lieu du coup au mois de juin. Et on a décidé du coup de pouvoir vous proposer tout au long de ce premier semestre différents meet-up autour de la data et de l'IA. Donc il y en a eu un précédemment le 12 février. Le prochain aura lieu le 8 avril et vous y êtes bien sûr conviés autour de la femme dans les sciences. Et puis enfin, tout au long de cette présentation, n'hésitez surtout pas à utiliser le hashtag OnePointSudouest pour partager vos remarques ou vos envies sur ce meet-up. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants de ce soir. Dan Guggenheim, qui est docteur en optimisation mathématique, Denis Morel, qui est docteur en informatique, et Louis Dorard, qui est docteur en informatique. Voilà, messieurs, je vous laisse la main. Bonne présentation à tous et au plaisir de vous retrouver tout à l'heure autour d'un verre. Merci Christelle. Merci. Du coup, merci Denis. Là, tu dis je t'en prie quand tu es poli. Je t'en prie, Ben. Merci. Du coup, nous allons vous présenter le sommaire de la présentation qui va tourner autour du sujet des data et des IA. Alors, on va vous expliquer pourquoi on a mis ça au pluriel. Souvent, on l'entend au singulier. On va essayer de vous présenter ces sujets-là. On vous présentera, enfin Denis principalement vous présentera une petite application pratique et sur lesquelles on lancera ensuite la main à Louis pour... après notre conclusion sur des démonstrations de machine learning. Donc, tout d'abord, le sujet des data. Donc, on a bien mis un pluriel, très important. Donc, les data, ou comme on peut le voir actuellement ou dans les presses généralistes, on en entend beaucoup parler. Vous avez lu dans beaucoup de médias généralistes la data, le big data, c'est vraiment c'est le nouvel Eldorado. On parle souvent de l'or noir du 21e siècle. Il y a également le côté du data scientist, donc l'expert en data, qui est, selon le Harvard Business Review, le job le plus sexy du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est plus être acteur, c'est vraiment être data scientist. C'est le truc le plus sexy. Et ce qu'on voudrait en fait apporter sur cette image un peu iconoclaste et assez généraliste, essayer de vous donner en fait une meilleure vision de ce que c'est, essayer de démystifier un peu ce sujet-là. Et comme toute présentation, j'ai un petit avertissement. C'est un sujet qui est assez nouveau, ce qui évolue beaucoup. Donc les dogmes ou comment dire, notre vision actuelle, c'est notre vision au temps T et elle peut être amenée à évoluer. Et il y a des guerres de chapelle et même avec Denis, quand on a défini le sujet, quand on a préparé les slides, on n'était pas d'accord plusieurs fois. Au final, j'ai eu raison, mais grâce à l'aide d'une batte de baseball. Donc, ça peut être amené à évoluer. Donc, essayez de saisir surtout les concepts qu'il y a derrière, les idées, plus que vraiment la terminologie. On a essayé d'être très précis sur la terminologie, mais ça peut être amené à évoluer d'ici quelques temps. Du coup, si on reprend le terme, donc du coup, je parlais de terminologie, le mot data. Le mot data, c'est un mot anglais et ça veut dire une donnée. La question qu'on peut se poser, c'est que quand on regarde une donnée, est-ce qu'un historien, c'est un analyste de la data? En fait, la réponse, c'est non. C'est parce que ma définition, elle est incomplète. Donc, on va essayer d'aller un peu plus en détail sur la notion de donnée. C'est une donnée représentée dans un système informatique. Donc, du coup, cette présentation qui est sur un ordinateur, qui est dans un PowerPoint de Microsoft, est-ce que c'est de la data? C'est une question que j'aimerais vous poser. Et du coup, est-ce que c'est de l'or noir? Est-ce que je vais pouvoir bientôt le mettre dans ma voiture et pouvoir rouler des kilomètres et des kilomètres? Du coup, j'ai cette question. Je voudrais avoir quelqu'un dans le public qui se dévoue pour répondre. Personne. Sinon, je vais être obligé de prendre quelqu'un. Du coup, Guillaume, le colloque de Fabien, est-ce que cette présentation, c'est de la data? Et est-ce que c'est de l'or noir? Alors, c'est bien. Tu as 50% de bonnes réponses. En fait, le mot data, quand il est employé dans ce sens-là, généraliste, il faut le comprendre au sens de big data. C'est-à-dire, c'est un terme qui est arrivé dans les fin des années 90
pour définir en fait un ensemble massif de données. C'est vraiment pas la donnée unitaire, c'est vraiment dans le contexte d'énormément de données. Donc en fait, c'est des milliers et des milliers de données. Donc en fait, cette présentation, je te remercie Guillaume, n'est pas de la data au sens big data, et donc non, c'est pas de l'or noir pour du 21e siècle. Du coup, je laisse la parole à mon cher Denis qui va essayer de vous rentrer un peu plus dans les data, insister un peu sur le pluriel et les types de données. Merci mon cher Dan. Et je vous fais le passage au micro. Attention, coronavirus, je le passe là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pourquoi le titre des data ? Comme a pu le dire Dan, data c'est un mot un peu fourre-tout. On en entend beaucoup parler, sauf qu'en fait il s'avère qu'il y a une grosse pluralité derrière cette définition. En particulier au niveau de la structure. Il y a plusieurs types de données, et quand on pense à des data, intuitivement on pense à un tableau comme vous pouvez le voir là à droite. Le truc c'est que ça c'est au mieux 10% du volume de données qui existe. On trouve beaucoup plus de données non structurées, type texte libre, images, son, des données qu'on a essayé de semi-structurer, type XML, JSON, ça parlera peut-être plus aux informaticiens. Et après, on a essayé d'enrichir nos données. On passe aux tags, aux étiquettes de vidéo, tout ce qui a fait qu'en fait, la data a été un peu enrichie. Tu as été un peu trop vite. Tu as oublié de détailler le deuxième point. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire, Dan ? Dis-moi. La pourcentage de structure, ou c'est moi qui n'ai pas entendu. Ah là là, Dan, tu ne m'écoutes pas, c'est terrible. Donc je le répète pour Dan, il y a 10% du volume de données qui est structuré. Et c'est important parce qu'en fait, on pense intuitivement à ça, et c'est sur ça qu'on veut se baser. On va voir que c'est plus compliqué que ça. Pour la data, il y a 5 grandes valeurs. On appelle ça les 5 V. Alors historiquement, il y en avait 3. Puis c'est devenu 4. Les 4 V ont été connus pendant un long moment, et en fait maintenant c'est devenu 5. Au niveau des V, le premier, le plus évident, celui qui va avec Big Data, c'est le volume. C'est la quantité de données à laquelle on a accès. Ça peut se chiffrer en mégas, gigas, téraoctets, qu'importe. Le fait est qu'il y a un énorme volume de données à gérer. À ça s'ajoute la variété. Comme on l'a vu avant, il y a énormément de types de données différents, et souvent vous allez être amené, si vous travaillez dans le Big Data, à travailler avec plusieurs types de données différents. À ça s'ajoute la vélocité. La vélocité, c'est en fait la rapidité avec laquelle votre donnée va arriver. À quel point est-ce qu'elle va intervenir dans votre processus et à quel point vous devez l'intégrer au jour le jour dans vos systèmes et dans votre expertise. Enfin, le quatrième V historique, c'est la véracité. Là, c'est un point important et je vais insister dessus, on va insister dessus, pardon Dan, tout au long de la présentation, c'est en fait la qualité de vos données. Trop souvent, quand on pense à Big Data, on pense à Big, mais le fait est qu'il y a une qualité à garder en compte pour être sûr qu'en fait nos systèmes et ce qu'on va faire de nos données est cohérent, reste cohérent. Et enfin, le petit dernier, c'est la valeur. Quand on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses avec nos données et que ça pouvait être en fait valorisé dans les entreprises, typiquement, on a décidé de créer cette valeur, ce 5e V. Quelques petits points concernant ces enjeux. Là, c'est la phrase sur laquelle je vais insister. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce soir, ce sera ça. La quantité ne veut pas dire la qualité. Ce n'est pas parce que vous avez des pétaoctets de données que ce que vous allez faire avec va être intelligent. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, cette donnée, c'est la seule information dont va disposer votre modèle pour faire des choses. Si la donnée est de mauvaise qualité, il fera n'importe quoi. On y reviendra après. Une petite statistique pour ancrer les choses. Lorsque vous lancez un projet de machine learning ou d'analyse de données, entre 80 et 90% du temps que vous allez lui allouer est uniquement dédié au pré-processing de la donnée. Le pré-processing, c'est la récupération et la préparation. On pense que le modèle prend énormément de temps parce qu'on parle sans arrêt d'apprentissage qui prend des semaines et tout. En pratique, c'est pas ça le plus long. Ça, c'est un outil qu'on lance et il fait sa vie derrière. Quelques exemples de données. On a parlé des données structurées, donc des tableaux. Et pour la suite de l'exposé, on va se baser sur une donnée un peu moins structurée, nommément des images de chiots et de chatons, parce qu'on sait que bon, ça plaît toujours, n'est-ce pas? Et à ces photos, on a attribué quand même un nom, sait-on jamais. Maintenant, je passe la parole à Dan qui va vous parler du domaine de l'IA. Très bien. Je te remercie, Denis, et je t'écouterai plus à l'eau dans le futur. Tu es très intéressant, ma foi. Merci beaucoup, Dan. Je t'en prie. Du coup, oui, renonçons.
Parlons du point 2, à savoir les intelligences artificielles, des IA. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un concept un peu vaste qui a été formalisé la première fois par Turing dans les années 60, mais globalement qui a fait son apparition dans les grands médias il y a quelques années avec AlphaGo, donc qui était la première fois qu'on avait une machine qui était capable de battre un joueur de Go et qui plus est le meilleur joueur du Go du monde, où tous les grands experts s'exclamaient que jamais aucun ordinateur y arrivait, et en fait AlphaGo y est arrivé à l'aide des réseaux de neurones. Là-dessus, vu le potentiel de cette technique, on a eu beaucoup d'applications et on entend souvent on parle de révolution un peu tous les 4 matins sur un modèle d'intelligence artificielle qui a réussi à faire ci ou ça. Il y a des applications très concrètes à l'heure actuelle en médecine sur les détections de tumeurs pour aider les médecins à bien reconnaître les tumeurs. Et il y a également aussi le travail tout autour de la modélisation de langage, l'utilisation avec TNLG de Microsoft. En fait, ce qu'il faut bien, il y a quelque chose qu'on voudrait vous faire toucher du doigt, c'est en fait, c'est quoi l'intelligence artificielle? Parce qu'en fait, on vous balance, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est quoi l'intelligence et c'est quoi artificielle? Donc, si on repart un peu dans le littré, donc dans les dictionnaires, pas du tout informatique, si on regarde l'intelligence, en fait, c'est la faculté de comprendre. C'est vraiment la faculté de déduire, de saisir l'événement, pas d'apprendre. Et artificiel, c'est ce qui se fait par art, opposé dans le sens pas opposé au naturel. C'est-à-dire, c'est un peu la création humaine qui est derrière, qui n'est pas du tout naturelle. Et donc, en fait, tout système qui donne l'illusion d'avoir compris un ou plusieurs concepts en vue de les réutiliser peut être qualifié d'intelligence artificielle. Du coup, pour cette présentation, on va se restreindre à une partie de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, qui va être le machine learning, ou l'apprentissage machine en français, sur lequel on va vous présenter les principales techniques les plus en vue actuellement. Donc, le machine learning, qu'est-ce que c'est? Donc, l'apprentissage machine, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui a été formalisé dans les années 50, puisque c'est en 59. Et en fait, c'est l'ensemble des méthodes qui vont être utilisées pour résoudre des problèmes dans lesquels c'est un ensemble de méthodes qui vont utiliser des mathématiques et des statistiques et qui vont pouvoir être utilisées indépendamment sur tout type de problème. Il faut le voir comme des boîtes à outils. Ça va être des outils qu'on va pouvoir appliquer sur des problèmes de prédiction de vente, de prédiction de météo, des problèmes de reconnaissance d'images de chiens et de chats, etc., etc. C'est vraiment des outils qu'on a mis à disposition de tout le monde. Donc, un problème de machine learning, généralement, comment ça se passe? Généralement, il y a un client ou quelqu'un qui a dit « Ah, j'ai des données, je veux en faire quelque chose. J'ai lu en plus dans tel magazine que c'était de l'or noir. Faites-moi de l'argent avec. » Ça, c'est la première approche. C'est pas la bonne. En fait, il faut se poser la question du métier. C'est quoi votre problème? Quel est votre problème? Et à partir de là, on va aller regarder les données dont vous disposez. On va pouvoir utiliser des modèles pour résoudre votre problème. Je vais reprendre un exemple qui m'est cher. Demain, vous avez un patron d'une chaîne de boulangerie qui arrive qui dit « Ah, j'ai plein de données, je veux prédire mes ventes. » La question, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de prédire tes ventes? C'est quoi ton problème? C'est de prédire tes ventes? On va voir. Il y a les données que tu possèdes, mais il y a aussi les données exogènes. La météo. Il va vendre plus de glace quand il fait chaud que quand il fait froid. Toutes ces données qui ne sont pas nécessairement au cœur du métier, mais qu'il faut prendre en compte. Donc, pour reprendre toujours dans l'analogie culinaire, le modèle, c'est qu'un outil. En cuisine, on s'intéresse aux ingrédients et au plat final. Les casseroles, les poêles, les mandolines et tous les hachoirs que vous avez pu utiliser, c'est juste des moyens pour y accéder. Et au final, l'une des grandes questions qu'il faut vous poser, c'est quel est le type de résultat que vous voulez. Ça va définir de façon très forte les données que vous allez avoir et aussi les types de méthodes.
On va parler de nature de problème. Il y a 2 grandes catégories que Denis va vous présenter, à savoir le supervisé et le non supervisé. Merci. Corona. Alors, là, on rentre dans l'aspect plus concret d'un problème de machine learning. Lorsque vous définissez un problème, il faut vous demander ce à quoi vous avez accès, à quelles données vous avez accès. Ça va définir le type de problème que vous pourrez résoudre. On a d'une part le problème auquel tout le monde pense, qu'on dit supervisé. On dit qu'un problème est supervisé lorsque vous avez des données en entrée, en sortie, et que vous essayez de tracer quelque chose entre les deux. Ici, dans cet exemple, vous avez un ensemble d'images de chiots et de chatons. Vous avez des étiquettes attachées à ces images, qu'est-ce qu'il y a dedans, et vous essayez de créer un modèle, de créer quelque chose qui va être capable de vous prédire s'il y a un chien ou un chat dans vos images. A contrario, un problème non supervisé, c'est un problème qui n'a pas ces étiquettes. Vous n'avez que les données brutes et vous essayez d'en faire quelque chose. L'exemple qu'on prend ici, c'est l'exemple qu'on dit du clustering. En fait, c'est simple, vous allez avoir vos images et votre but va être d'essayer de les regrouper en clusters d'images similaires. Typiquement, vous aimeriez bien qu'il y ait un cluster de chatons et un cluster de chiots. La grosse différence avec le problème qu'on a vu avant, c'est que là, vous n'avez pas besoin de label. Le but, c'est qu'un algorithme trouve automatiquement les différences et ce qui fait qu'un chiot est un chiot et qu'un chaton est un chaton. Maintenant, les schémas qui font peur. C'est juste en fait une abstraction de ce qu'on a vu juste avant. Dans un problème non supervisé, vous avez des données qui rentrent dans un modèle. C'est la seule chose que vous ayez. Vous n'avez pas les labels. Pour que votre modèle puisse faire quelque chose, vous allez devoir lui préciser l'objectif qu'il doit atteindre. Par exemple, regrouper des images en clusters similaires. Le petit point avec les problèmes non supervisés, c'est qu'en fait, le modèle va fournir un résultat, mais dans la majorité des cas, le résultat en lui-même ne sert pas à grand-chose. Souvent, il va nécessiter une analyse a posteriori par un analyste, par un expert, qui pourra vous dire si ce que vous avez fait a un sens. Lorsque vous allez regarder vos clusters, vous allez voir si ce qu'il y a dedans fait sens, si effectivement vous avez regroupé vos chatons ou vos chiots, ou si vous avez juste fait un algo qui ne sert strictement à rien. De manière beaucoup plus simple, en fait, un problème supervisé prend en entrée des données et des étiquettes, typiquement, prend une sortie, et vous retourne une prédiction. Et la prédiction est utilisable en tant que telle. Vous pouvez labelliser automatiquement des images, ou si on prend un cas économique, vous pouvez prédire des cours de bourse, vous pouvez prédire ce que vous voulez, et la prédiction est utilisable en elle-même. C'est ce qui différencie un problème supervisé d'un problème non supervisé. On parle de labellisation. Je vous parle d'étiquettes depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la labellisation? Actuellement, c'est le saint graal du domaine du machine learning. La labellisation, c'est un processus qui est long, laborieux et surtout qui est source d'erreurs. Lorsqu'on se fait ces petites étiquettes à la main sur quelques centaines de lignes, ça va. Si vous avez, comme les grosses entreprises du numérique, des centaines de millions d'exemplaires de choses à labelliser, à la main, c'est compliqué. On parlait d'images de chiots et de chatons. Là, ça va. Tout le monde sait reconnaître un chien, tout le monde sait reconnaître un chat. Vous pouvez le faire à la limite à la main. Si vous avez une grande force de frappe, vous pouvez le faire. Le truc, c'est que dans certains cas, c'est plus compliqué. On parlait de nature de données. Si maintenant, on cherche à analyser du texte. Pire, on essaye de deviner le sentiment que cache une phrase. Ici, par exemple, je suis content. Déjà, il va y avoir un problème de contexte. Est-ce que je dis que je suis content parce qu'il fait beau et donc je suis content? Ou bien est-ce que de manière ironique, je dis que je suis content alors que c'est exactement le sentiment inverse? Tu veux dire toutes les fois où je te demandais si tu étais content de travailler avec moi, c'est plutôt le premier ou le deuxième cas? Je te laisse deviner. Il y a un problème, c'est que ça, si on le fait à la main, ça va dépendre des personnes qui vont faire ce travail. Et c'est surtout difficile à faire sur de larges corpus parce qu'il faut avoir les gens qui peuvent passer leur journée à labelliser des informations. Petite fun fact, on a tous plus ou moins vu l'image de droite qui vous demande où se situe le panneau de signalisation, la route, le camion, ce que vous voulez. En fait, ça, c'est Google qui vous fait labelliser des informations à la main. Lui, derrière, il va récupérer les petites cases que vous avez cochées et il va dire « Ok, je sais que dans cette zone-là, il y a un panneau. » En le faisant sur divers grilles, sur diverses images et tout, il peut à la fin avoir des jeux de données absolument monstrueux sur lesquels il peut faire des choses. Maintenant, de manière tout à fait naturelle, comment est-ce qu'on fait des crêpes? Alors, la transition, elle est évidente. Hein. C'est naturel, tout à fait. Du coup, je veux bien le petit pointeur. Merci. Corona. Du coup, tout le monde sait ce que c'est que des crêpes. De toute façon, vous n'avez pas besoin de savoir. On va vous l'expliquer. Donc,
Pour cela, vous avez besoin principalement de 3 ingrédients, du lait, des œufs et de la farine. Je sais, il y a différentes recettes, il y a autant de recettes que de bretons, voire plus. On est dans des concepts, donc on va rester sur ces 3 ingrédients de base. Pour faire des crêpes, on va prendre 1 ml de lait, 3 œufs et 250 grammes. Une fois on mélange tout ça, on les fait cuire avec une poêle avec un peu de matière grasse et on sert ça. Ça nous fait un plat de plusieurs crêpes, vu la quantité, petite dizaine je dirais. Et on sert au repas, entre amis, en famille ou tout seul si on a vraiment très très faim. Derrière, vous allez avoir une phase de retour. Ah, j'aime bien tes crêpes, mais je les ai trouvées un peu denses cette fois-ci. C'est plutôt des pancakes. Du coup, vous allez essayer autre chose. Vous allez augmenter la quantité de lait, réduire les œufs pour aller liquéfier un peu votre pâte. Et vous allez du coup comme ça itérer au fur et à mesure de différentes expériences. Vous allez aller vers une forme de crêpe qui plaît plus à votre entourage, qui correspond plus à leurs attentes. Et donc en fait ce qu'on a fait, c'est vraiment la même chose que ce que fait un moteur d'apprentissage de machine learning. C'est-à-dire qu'on lui donne des données en entrée, il va aller faire des choses, et puis il va avoir un résultat. C'est-à-dire que là, par exemple, on va l'entraîner sur des données, on va lui donner des images, et puis à la fin, on va lui dire « Bah non, tu t'es trompé, cette image, c'est pas la bonne. » Du coup, il va réapprendre de son erreur, il va continuer ce cycle un peu d'apprentissage et d'amélioration continue. C'est là-dessus qu'on peut dire que quand vous faites de la cuisine, vous faites du human learning, je ne sais pas quel terme, de la cuisine learning, cooking learning. Appelons ça cooking learning. Et faut bien voir que c'est vraiment des choses qu'on fait intuitivement. L'être humain, c'est très proche. On fait des tests, on essaye, puis on se trompe et on apprend. Et la fois d'après, on se trompe moins et on fait des choses différentes. Et donc maintenant, je vais vous parler des réseaux de neurones. Alors ça, c'est l'une des principales techniques qui existent autour de l'intelligence artificielle, et c'est celle dont on entend le plus parler. Il faut savoir que c'est une technique relativement ancienne qui date des années 60-70 et qu'on va essayer de vous rendre compte, vous faire comprendre très simplement. Il faut bien faire attention qu'il y a souvent dans les médias une confusion entre les réseaux de neurones, l'intelligence artificielle qui est un sujet beaucoup plus vaste dont le machine learning fait partie. Et ce qui est un petit point qui me fait beaucoup rire, c'est que les réseaux de neurones on parle d'intelligence artificielle, mais c'est inspiré du modèle humain. Donc, côté artificiel humain me fait beaucoup rire. La première réapparition dans les grands médias des réseaux de neurones, ça a été lorsque AlphaGo a battu le champion de Go. Et en fait, ça, c'était dû à 2 choses principalement. C'était au fait d'avoir un stockage massif dans le cloud et d'avoir du calcul distribué. En effet, la première version de AlphaGo a appris des parties, des centaines de milliers de parties pour en déduire des règles et pour pouvoir jouer au Go et battre le champion de Go à l'époque. Mais du coup, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais laisser à Denis illustrer l'image. Alors du coup, là, on arrive à un point crucial, c'est ce qui nous a pris le plus de temps. Cette image, qui la comprend, s'il vous plaît, que je me sente pas seul ? Yes, merci monsieur dans l'Assemblée. C'est pas gentil de payer les gens qui sont dans ça. Très bien. Donc du coup, on parle un peu plus de réseau de neurones. Donc, je te laisse continuer, je te sens bien parti. Ah, je te sens... vas-y. Non, vas-y, comme tu veux. Vas-y, ça me fait plaisir. Donc, le neurone, il faut le voir dans son traitement élémentaire. Il faut savoir que le cerveau humain comporte des millions de milliards de neurones. Je suis allé peut-être un peu loin, mais bon. Vous comprenez l'idée, il y en a beaucoup, mais c'est des unités de traitement assez simples. C'est des choses c'est des petites boîtes basiques dans lesquelles qui vont se connecter les uns aux autres, et c'est en fait de cette connexion, de cette richesse qu'on va en tirer quelque chose. Du coup, la théorie du réseau de neurones telle qu'elle est appliquée actuellement, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des fonctions assez simples qu'on va empiler, pour faire simple, et qu'on va en fait traiter pour avoir la solution. Dans l'exemple qu'il y a là, on a tout d'abord sur votre gauche, ma droite,
On a l'exemple d'un simple neurone où on rentre plusieurs paramètres en entrée et qui nous donne une sortie. Et derrière, quand on va les empiler, on va avoir ce qu'on va appeler les réseaux de neurones, où en fait on va avoir des couches successives de neurones qui vont communiquer les uns avec les autres, avec les couches précédentes, et c'est ça qui va donner le réseau de neurones. En général, c'est une trentaine de couches pour qu'on parle vraiment de deep learning, plus de réseau de neurones, si vous voulez ça. Et en fait, on peut arriver à ce qu'il faut voir, c'est la quantité monstrueuse de paramètres qu'on peut avoir. Donc les paramètres, c'est les liens qui existent. On peut arriver jusqu'à plusieurs milliards dans le cadre du dernier travail de Microsoft sur le TNLG. Et sur ce bon mot, je laisse la parole à Denis qui va vous expliquer l'autre pan assez prégnant de l'intelligence artificielle, le reinforcement learning. Merci. Alors, une petite digression sur les réseaux de neurones. On avait prévu de vous parler, en fait, de la formule historique qui permet de tout apprendre dans les réseaux de neurones, de vous parler de l'idée fondamentale. On a choisi, pour des raisons de simplicité et de concision, de ne pas en parler là. Si jamais votre soif de savoir vous fait hurler en fin de présentation, on peut en parler. On a prévu des choses pour, mais voilà, sachez que ça existe. Sachez-le. Maintenant, à propos du reinforcement learning. Si on vous parle de ce domaine-là, c'est parce qu'en fait, c'est un domaine qui a fait énormément parler sans qu'on le sache. Le terme vous dit peut-être moins de choses que les réseaux de neurones, et c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler aujourd'hui. Alors, si on en parle, c'est parce qu'évidemment, AlphaGo a été appris comme ça. Historiquement, ça a été un schisme en fait avec le machine learning traditionnel, parce qu'on s'est rendu compte que dans certains cas, on n'avait pas accès aux données nécessaires pour apprendre nos modèles, soit parce que c'était trop compliqué, soit parce qu'on ne pouvait pas représenter un problème sous la forme de base de données. Typiquement, un jeu de Go ou un jeu d'échecs. Donc plutôt que d'avoir des bases de données, on va avoir un environnement. L'environnement, il faut le voir comme une espèce d'espace dans lequel vous allez pouvoir jeter vos IA, et où les IA en fait, vont faire des choses et où elles vont apprendre de leurs erreurs, elles vont apprendre de leurs actions. Tout ce que vous devez savoir sur le reinforcement learning, c'est ce petit schéma. Qu'est-ce qui se passe en pratique? L'agent, votre IA, est lâché dans l'environnement. Elle va avoir un état, elle va effectuer une action dans cet environnement, et ce faisant, il y a deux choses qui se passent. L'environnement est modifié. Dans une partie, typiquement, vous jouez un coup, le cours de la partie est modifié. Et surtout, il y a une récompense qui ressort de cette action. Là, c'est le point crucial. L'agent a pour but de maximiser non pas une récompense immédiate, mais toutes les récompenses qu'il peut avoir sur une partie. Typiquement, pour le jeu de Go, on lui a demandé je veux pas que tu fasses le meilleur coup à l'instant T, je veux que tu fasses le coup qui maximise tes chances de victoire en fin de partie. On peut faire une analogie avec donc le problème de la forêt, n'est-ce pas, Dan? Tout à fait. Où en fait, vous pouvez penser à un bûcheron qui se trouve face à plusieurs forêts, et à chaque fois, on lui a dit, voilà, donne-nous le maximum de bois, produis le maximum de bois. Il a deux possibilités. Soit il décime une forêt, ce faisant, à un instant T, il a une quantité de bois vertigineuse, mais la forêt ne peut plus se renouveler. Donc, à tous les instants suivants, il n'y aura plus de gain. Ou au contraire, il peut choisir de ne prendre qu'un seul arbre, laisser la forêt se renouveler, et ce faisant, avoir une infinité de bois si on part sur un temps infini. L'agent apprend ça. D'abord, il décime la forêt, il se rend compte que ça ne marche pas, et petit à petit, il apprend à mieux gérer sa forêt. C'est ça que fait le reinforcement learning. De temps en temps, il arrive qu'il y ait un réseau de neurones. On fait le lien pour que vous sachiez que en fait, tout est relié dans le machine learning. Quelques exemples plus concrets. On vous a déjà parlé d'AlphaGo. Et il y a en fait un petit exemple aussi qui est apparu récemment qui est assez drôle. Donc, OpenAI est une organisation qui fait énormément de recherches en machine learning. Et récemment, en fait, elle a créé une suite d'agents, des petits robots qui collaborent pour faire du cache-cache. Et ce qu'ils ont appris est assez fou. Est-ce que tu crois, Dan, que tu peux nous montrer la vidéo? Oui, alors j'ai réussi sur mon PC, mais pas sur... Donc je vais y arriver. Pauline, me suis sûr qu'il faut que tu fasses échappe. Pauline? D'accord. Je fais échappe. Alors ça, c'est Alt-Tab, mais on n'est pas loin. Oui, c'est bon. Ah. Voilà, super. Alors, ce que vous voyez là, en fait, c'est les agents qui sont lâchés dans un environnement et qui vont apprendre à jouer. Au tout début, il ne se passe pas grand-chose. Les agents sont un peu bêtes, ils ne savent pas trop comment se comporter, et ils bougent un peu n'importe comment. Le rouge a pour but de trouver le bleu, et le bleu a pour but de fuir. Il va se passer des milliers, des centaines de milliers, des millions de parties, pendant lesquelles les agents vont essayer d'apprendre.
Première étape, dans un environnement assez simple, ils ont compris qu'en fait, ils pouvaient bloquer les portes de sorte à empêcher le rouge de passer. On a complexifié le problème. Enfin, OpenAI a complexifié le problème. Il y a plusieurs portes, plusieurs cubes. Est-ce que les agents peuvent collaborer? Ils y arrivent. Mais ensuite, le rouge choisissant de ne pas se laisser faire a lui aussi appris. Et en fait, alors que les bleus choisissent de bloquer les rampes, les rouges plus intelligents choisissent d'utiliser les rampes pour aller choper les bleus. Là encore, les bleus ont compris. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils chopent la rampe avant le début de la partie et ils bloquent les portes. Ce faisant, les rouges gagnent. Et c'est en fait un processus itératif qui va créer à chaque fois des stratégies toujours plus performantes pour gagner. Au début, on dit c'est cohérent, on comprend ce qu'ils font. Mais en fait, là où ça devient intéressant, c'est lorsque la machine trouve des stratégies auxquelles l'humain n'aurait pas pensé. Là, cas plus complexe, tu as ça à ta disposition, petit agent, essaye de construire un abri. L'agent le comprend et il arrive même à collaborer pour le faire. Et c'est là qu'on arrive à un moment où la machine dépasse entre guillemets l'homme. L'agent construit sa petite maison. Il est content. Et le rouge va faire quelque chose d'assez fou. Il n'a pas accès à la rampe, il le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un cube et il se sert d'un glitch pour monter sur son cube et surfer dessus pour arriver à choper le bleu. Voilà, c'est le type d'exemple. On pourrait rester encore longtemps sur les stratégies développées. C'est fou ce que les IA arrivent à faire. Je vous invite à aller voir ce que fait OpenAI. Ils font beaucoup de choses très très bien, toujours en majorité dans le domaine du machine learning. Merci beaucoup, Dan. Je t'en prie. Et hop. Ouais. Du coup, on a beaucoup parlé et on va donc vous faire travailler un tout petit peu. Vous devez avoir compris ce que c'était un réseau de neurones. J'entends pas de non, donc c'est que des oui. C'est la joie. Du coup, Denis. Merci. Alors, nos fameux chiots, nos fameux chatons. L'exercice est simple. On va commencer simple. Vous avez 6 images. Vous avez 2 groupes d'images, la première ligne, la seconde. La première ligne a été labellisée 1. La deuxième ligne a été labellisée 2. Votre boulot, c'est de comprendre le sens de ces labels. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter une image et vous devrez voter pour savoir si c'est label 1 ou label 2. Est-ce que tout le monde a pu retenir 6 images? Qui n'a pas eu le temps? On peut laisser. C'est bon? Personne qui a l'air en panique, ça devrait aller. Première image. On vous présente Peluche. Et à votre avis, est-ce que Peluche est de label 1 ou de label 2? Donc, ceux qui pensent que Peluche est de label 1, levez la main. Ceux qui pensent que Peluche est de label 2, levez la main. Merveilleux. Vous avez tous tort. Hop là, ouais, je vais aller trop vite. Alors, on est un peu mesquin, c'est vrai, on l'avoue, on s'attendait un peu à ça. La raison, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, les labels 1 et les labels 2 avaient une sémantique. Le truc, c'est que vous êtes à la place de la machine, vous ne savez pas ce qu'est la sémantique. Vous savez juste qu'on vous a donné label 1, label 2. En vrai, label 1 et label 2, c'est juste est-ce que le chaton a un E dans son nom et est-ce que le chiot n'a pas de E dans son nom? Peluche ayant un E dans son nom, il était bien évidemment de label 1. Et ça a un nom en machine learning. Et je vais laisser Dan présenter ce phénomène. Oui, ce qu'on a fait de façon complètement volontaire et méchante de notre part, c'est qu'on a introduit un biais. En fait, ce qu'on a voulu faire en parlant bien de chia et de chiot tout au long de la présentation, c'était vous introduire un biais naturel. Parce qu'en fait, ce biais, il existe dans les algorithmes de machine learning et il est souvent prégnant. C'est-à-dire que ce qu'on veut expliquer, c'est que c'est une part importante du machine learning. Il y a ce cas de l'hôpital où, voulant améliorer leur temps de traitement de dossier, ils ont entraîné un algorithme d'intelligence artificielle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un biais, c'est que l'intelligence artificielle est devenue raciste. C'est-à-dire que, en moyenne, les temps de traitement de dossiers de personnes noires étaient plus longs que le temps de traitement de personnes blanches. Du coup, l'algorithme, pour maximiser son profit, a systématiquement pas traité les personnes noires. Et du coup, il y a eu un vrai biais qui a été évoqué, qui a été aperçu. Du coup, ça représentait en fait les biais qu'il y avait déjà dans les jeux de données initiaux. Et donc, c'est un point vraiment important. Il faut faire très attention à ces biais et à leur importance dans votre modèle d'intelligence artificielle que vous allez mettre en place.
Et enfin, pour reprendre vraiment le point que vous devez retenir, c'est que la quantité est différente de la qualité. En effet, si les données avaient été qualitativement bien pour tous les dossiers, on aurait pu avoir quelque chose de plus optimisé. Là, le problème venait de la qualité des données et non pas de la quantité. Qui plus est, il faut voir qu'il y a aussi un enjeu écologique derrière. À l'heure actuelle, on est vraiment on est vraiment dans de l'exploration autour de ces technologies. Et en fait, on se rend compte que parce que maintenant le cloud et le calcul distribué sont très facilement utilisables, on peut avoir accès à des puissances de calcul vraiment phénoménales en 2 clics. Pour tout vous dire, là, le cas de Transformer, qui est un moteur de traitement du langage, il a consommé 280 tonnes de CO2. Ça représente l'équivalent de 56 personnes, de la consommation en CO2, de la production en CO2 de 56 personnes. Pour vous donner une image un peu plus précise, c'est 150 allers-retours au-dessus des États-Unis. Donc pour un modèle de machine learning, on a fait 150 fois l'aller-retour entre la côte Est et la côte Ouest. Et enfin, ce qu'il faut voir, donc c'est ça qu'on veut vous sensibiliser sur ce point-là écologique. Ça peut faire beaucoup de choses, mais il faut aussi apprendre à avoir un peu de recul et se dire qu'il y a aussi parfois d'autres façons. Du coup, c'est toi qui es le petit. Je te laisse la main pour la conclusion. Lâchement volé. Oui, tu me l'as volé, mais c'est bien. Alors, c'était avec tes microbes. Après tout ça, comment est-ce qu'on peut conclure ? On vous a présenté globalement les principaux enjeux de l'IA et de la data. Là encore, on répète, le but c'était de vous donner les clés pour un peu mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Typiquement, lorsqu'on vous crie que AlphaGo a révolutionné le jeu de Go, maintenant vous êtes à même de comprendre ce qui s'est passé et quels étaient les enjeux. On répète, et j'enfonce le clou, il ne s'agissait que d'une introduction à l'IA. Ne prenez pas ce qu'on dit pour parole d'évangile, l'IA est un domaine qui bouge énormément, et je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous renseigner sur tout ce qui se fait dans le domaine. Par exemple... Oui, parce qu'on a beaucoup débattu, on avait envie de présenter beaucoup de choses, parce que on vous a présenté les principales tendances, mais dans le machine learning, il y a beaucoup d'autres techniques qui existent. Si on regarde les compétitions de machine learning qui existent, type Kaggle, qui est un site, si vous voulez apprendre, c'est très pratique, puisqu'il y a des gens qui posent leurs problèmes, et les gens je trouve plus le terme en français, mais proposent leur solution, et le meilleur gagne des points. Et du coup, on se rend compte que ce n'est pas forcément les réseaux de neurones qui gagnent les compétitions, mais il y a aussi d'autres techniques un peu plus anciennes, comme les random forest ou forêts aléatoires, les gradient boosting, qui sont des techniques extrêmement intéressantes et qui permettent aussi des choses. En plus, il y a des choses un peu plus anciennes, comme les métaheuristiques, qui, du coup, pour faire l'analogie avec les réseaux de neurones, sont des algorithmes qui imitent le vivant pour résoudre des problèmes d'optimisation. Il y a enfin un domaine qui s'appelle la programmation mathématique, où en fait, si vous connaissez bien un problème et que vous allez pouvoir le décrire, vous allez pouvoir le mettre en équation et on peut résoudre ces problèmes. On peut avoir des résultats très bons. Ça a été notamment les cas de quand vous utilisez votre Waze ou Google Maps pour trouver un itinéraire. C'est des choses qui peuvent être faites avec de la programmation mathématique, des métaheuristiques. Enfin, il y a un dernier point, et ça c'est un point sur lequel chez OnePoint on est assez sensible, c'est l'explicabilité. Demain, vous avez un moteur d'intelligence artificielle qui vous qui vous propose une solution. La question de pourquoi il fait cette solution, elle est importante. Parce que vous pouvez prendre une décision sans comprendre pourquoi, ça peut amener à des cas pathologiques, comme le cas de l'hôpital. Si jamais la personne, le responsable des admissions avait suivi le moteur de l'intelligence artificielle aveuglement, il se serait rendu compte qu'il y aurait eu un réel problème. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas pu l'expliquer puisqu'il n'avait pas accès au choix. Il n'avait pas cette explication. Il a constaté le fait que les personnes noires n'étaient pas traitées, mais c'était un fait. Il n'a pas pu l'expliquer en disant qu'il y avait un biais dans la donnée. Et c'est ce sujet-là qui est un point très important au niveau du machine learning, pour ne pas faire confiance aveuglément à la machine, mais de comprendre son choix et de saisir des nouvelles choses. Je vais juste finir un tout petit point sur, pareil, l'explication. Il
pour ne pas appliquer bêtement, il y a l'AlphaGo donc le moteur qui a permis de résoudre le moteur de Go. Il a proposé des nouveaux coups qui sont maintenant étudiés par les grands maîtres de Go, qui étaient des coups qui n'avaient jamais été étudiés auparavant, et c'est une ouverture qui est assez intéressante. Et sur ce, nous vous remercions. Et si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Je vous préviens, s'il n'y a pas de questions, il vous explique ses équations mathématiques. Je vous préviens, c'est 25 minutes de bonheur. Et je les ai. Personne. Ok. Très bien. Alors. Monsieur, vous voulez une explication des équations? Très bien. Ça me fait tellement plaisir. Rapidement. Ça, ce que vous voyez, c'est juste l'idée fondamentale qui se cache derrière quasiment l'ensemble du machine learning. Là, le but, c'est pas de vous assommer avec des maths. Le but, c'est de vous faire comprendre la logique qu'on a essayé d'instaurer derrière les maths. On vous a parlé de paramètres. On vous a dit qu'il y avait plein de liens dans les réseaux de neurones et il se passait des choses. Lorsqu'on veut mettre à jour un paramètre, sa nouvelle valeur, en fait, on prend simplement son ancienne valeur à laquelle on va s'amuser à enlever son influence sur l'erreur. Ce que je veux, au-delà de que ça me fait plaisir de montrer des formules, le truc que je veux vous montrer en parlant de ça, c'est qu'en fait, dans le machine learning, tout n'est qu'idée. À chaque fois, c'est pas un mathématicien qui s'est levé un beau matin en se disant « j'ai une formule, ça va marcher ». C'est quelqu'un qui s'est dit « j'ai une idée, j'ai une intuition, une abstraction d'un problème, je peux le représenter et ça peut marcher ». Ça, c'est ce qui détecte le cancer du sein. C'est ce qui permet à des modèles de langage de comprendre comment on parle. L'idée est toujours extrêmement simple. Le truc, c'est de réussir à la décliner. Voilà. C'est bon, ça n'était pas trop... Les 25 minutes de la dernière fois me paraissent très loin maintenant. C'est l'apprentissage par renforcement. C'est ça. La batte de baseball a bien aidé peut-être aussi. C'est une blague. Je ne tape pas mes collaborateurs. Pas de questions? Du coup, on va passer la main à Louis Dera, qui va nous présenter des outils de machine learning. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Dan et Denis. J'en profite pour vous présenter Claire qui a la facilitation graphique ce soir. Voilà, qui va capter les échanges et les informations clés de cette présentation. Et si vous êtes intéressé pour recevoir cette photo, cette image dans les prochains jours, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous laisser votre email un peu plus tard. Merci. Moi, je suis très intéressé de voir la caricature que Claire va faire de moi. Ça justifie ma présence à part entière. Bonsoir. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir ce soir. J'ai l'impression d'être un peu à la maison. Je travaille ici, je travaille en haut. En plus, je vais montrer des démos de produits Microsoft. Par contre, bizarrement, je ne suis pas Microsoft. Voilà, je suis juste un consultant à mon compte et je fais de la formation aussi donc dans le cadre des apprenants Simplon, école IA Microsoft. Et je voulais ce soir vous montrer à quel point l'IA peut être accessible. On a vu des concepts, on a appris des choses, vu des démos assez impressionnantes. Ça me semble intéressant aussi de se rendre compte, de prendre conscience qu'on peut faire joujou avec ces outils là maintenant, dès ce soir. Donc il y en a des assez intéressants chez Microsoft. Je n'ai pas que des outils Microsoft à vous montrer. Mais voilà, quelques petites démos de machine learning. Voilà, pour commencer, j'en ai une autour de la banque. Mon idée aussi, ça va être d'amener progressivement sur le fait que peut-être une conclusion similaire à celle de Dan et de Denis, qui est que c'est accessible, mais la question qui devient difficile, c'est comment est-ce que j'évalue et comment est-ce que je peux devenir confiant que les systèmes fonctionnent bien.
Qui ici est client de banque en ligne? Ouais. Oh oui, beaucoup de monde, ouais. Moi, je viens de changer de banque en ligne récemment, et une des problématiques que j'ai, c'est au niveau des chèques. Comment encaisser des chèques de mariage je me suis marié l'été dernier et j'ai toujours pas encaissé mes chèques. Et donc du coup, je sais même pas à quelle adresse envoyer le truc, mais je me suis rendu compte qu'il y a des banques, notamment Halifax au Royaume-Uni, qui ont cette appli mobile où il n'y a pas à envoyer son chèque, il y a juste à le prendre en photo. Donc ça, c'est tiré de leur site. D'ailleurs, comme j'ai prévu de faire des démos, je vais faire des allers-retours avec le navigateur. Il faut chercher chèque, mobile banking app, Halifax. Je pense qu'avec tout ça, on trouve. Il y a une petite vidéo sympa. Et l'idée, ça va être d'analyser automatiquement l'image capturée par l'appli utilisée par le client final. Je viens de trouver où est-ce que ça se trouve exactement. Mais voilà, le petit élément de démo, je crois que c'est ça. Bon, alors malheureusement, j'ai pas l'appli, et puis même, on peut pas faire du full screen. Bon, c'est l'effet démo. Peut-être que je peux zoomer. Ça capte automatiquement les 20 livres du chèque, pour ceux qui ont eu le temps de voir. Voilà. Et donc on se dit assez impressionnant, pourquoi est-ce qu'ils font pas ça chez nous? Qui a ça peut-être déjà dans son appli? Non. Moi non plus, je l'ai pas. Mais on pourrait le faire ce soir, en fait, en quelques minutes. Donc pour bien situer le problème, voilà le genre de photos que notre téléphone va prendre. Donc il y a un concept assez connu maintenant, je pense, de scanner des documents qui permet de passer de ça à ça. Voilà, là on a enlevé les problématiques d'éclairage. On a maximisé le contraste. Ce qu'il faudrait pouvoir récupérer, c'est là c'est un petit peu plus élevé comme montant, 3800 livres. Déjà, on se dit qu'il y a potentiel à confusion au niveau du 3 et du 8 quand on voit cette image-là. C'est peut-être ça qu'on va vouloir vérifier. Et peut-être qu'on veut aussi vérifier que le 3800, il correspond à le 3800. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser Azure Cognitive Services. Voilà, petite démo. C'est un service qui s'appelle Ink Recognizer. Et je vais enlever mon mode sombre parce que sinon on ne voit pas. Je vais essayer de faire la démo à une main, mais sinon il y a celui-là aussi que je peux utiliser. On a un petit exemple de Microsoft qui est fourni là, mais moi je vais le faire à la main. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? Alors, on va dessiner quoi? On avait dit 3800. Déjà le signe pour les livres. Hop. 3800. Voilà, ça c'est disponible, il suffit de créer son compte, c'est gratuit, donc allez-y, ING, Fortuneo et compagnie, vous pouvez y aller dès maintenant. Bon, ça marche aussi évidemment si on écrit en toutes lettres. Là je vais pas écrire le montant complet, mais je vais juste écrire 3 en anglais, et a priori ça devrait le faire. Et donc tout ça, ça va être accessible de façon aussi programmatique via des API, donc facilement intégrable dans du logiciel existant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre après ça d'intéressant? Toujours sur Cognitive Services, c'est ma démo d'après, c'est Text Analytics. Alors Text Analytics, là, va prendre du texte déjà tapé à la machine. Là, il le prend en anglais, il extrait un nombre de trucs. Je ne sais pas d'où vient ça. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur Google Maps même, et d'aller chercher des avis et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces avis. Qu'est-ce que je pourrais... J'avais pas prévu ça. J'aurais peut-être dû aller sur Bing plutôt. On va chercher, je sais pas, au pif, Grand Hôtel Bordeaux, qui s'appelle en fait l'Intercontinental, très bien. Et on va voir ce que les gens disent et on va essayer d'analyser ça
Bon, ça va être globalement positif, pas trop de surprises. Ouais, ça... Ah oui, non, ça c'est pas une review, hein. Il faut cliquer là, il y en a 1105. Ok, là on voit les vraies reviews. Donc on voit 5 sur 5, 5 sur 5. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de peut-être un peu plus critique, où il y a un petit peu de nuance, pas quelque chose de totalement positif ou totalement négatif non plus. 3 sur 5, ouais. Alors là, celle-là est un peu courte. Je vais essayer d'en trouver une peut-être un poil plus longue. 4 sur 5, peut-être que celle-là, elle vaut le coup. On va copier ça et on va coller ça dans notre Text Analytics API. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a même pas besoin de créer un compte pour faire joujou avec Azure Cognitive Services. Voilà, et donc c'était assez rapide. Il a compris que c'était en anglais. Lui il trouve que voilà, il y a autant de positifs que de négatifs. Bon, la première phrase très négative. Après la deuxième, ouais, il trouve ça plutôt neutre, voire négatif. D'accord. C'est celle où ça dit voilà, le rooftop, le bar qui marche pas et le spa qui marche pas. Bon. Ça, beaucoup plus positif, la phrase ensuite. Donc ça semble être détecté. Normalement, il n'y a que 5 phrases. Hein. Je vérifie, 4, 5, ouais, c'est ça. Donc 4, c'est celle-là. Not a bad place. Probably, voilà. Donc plutôt positif celle-là. Et à la fin, spa, disappointment, négatif. Donc on peut mélanger tout ça pour avoir un score final, ce qui peut être utile pour le grand hôtel s'ils veulent analyser automatiquement tout ce qui se dit sur eux, sur les plateformes, les bookings, peut-être même Twitter. C'est quelque chose qui se fait pas mal. Il y a même des gens qui investissent en fonction de est-ce que le nouveau produit sorti par Microsoft, est-ce que les gens en parlent en bien ou en mal sur les réseaux sociaux. Et en fonction de ça, ils vont se dire si on en parle en bien, peut-être que l'action Microsoft va grimper. Bon, ça se fait. Voilà, et ça c'est extrêmement accessible. Encore une fois, on peut y accéder de façon non pas interactive comme ça, mais programmatique avec une API. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, un autre exemple que j'aime beaucoup. Je vais mettre ça de côté. Un autre exemple que j'aime beaucoup et que je vais vous présenter via slide, histoire de poser les choses, c'est les prédictions de prix de l'immobilier. Et là, juste pour concrétiser, quel est le type de problème qui peut nous intéresser, c'est de prédire à partir d'informations sur un bien immobilier son prix de vente. Ce que j'ai essayé de représenter ici, les informations sur le bien immobilier sont des colonnes. Le prix de vente est aussi une colonne, mais c'est généralement la colonne dont les valeurs ne sont pas immédiatement disponibles. C'est-à-dire que ça devient disponible qu'une fois que c'est vendu et qu'on observe la transaction. Mais dès que les gens mettent sur le marché, voilà, on a accès aux infos sur nombre de chambres, nombre de salles de bain. Donc chaque ligne correspond à un bien immobilier. Donc du coup, prédire le prix d'un bien immobilier, est-ce que vous diriez que c'est plutôt du non supervisé ou du supervisé ? Qui vote pour non supervisé? Ou alors supervisé? Ouais, c'est bon, vous avez bien suivi la présentation juste avant. C'est du supervisé, c'est ce qu'on appelle même un problème de régression. Et en fait, vous en avez déjà fait. A priori, si vous êtes allé jusqu'au bac, normalement, ça se fait au lycée. La régression linéaire, où on a juste un seul paramètre. Imaginez que seule la surface serait disponible. Et il faudrait trouver le lien entre surface et prix. Ça ne va pas exactement être une droite, mais c'est ce qu'on apprend à faire en tout cas au lycée, c'est à trouver à partir d'un nuage de points. Donc des exemples, je sais que à telle surface ça s'est vendu tel prix, à telle autre surface plus grande, prix plus grand, je vais essayer de trouver la droite qui passe par mon nuage de points. Donc c'est la régression linéaire. On pourrait dire que c'est de l'IA, je ne sais pas. Conceptuellement, c'est très similaire. Et au final, voilà, les réseaux de neurones, c'est des régressions linéaires un peu plus sophistiquées, on va dire. Mais conceptuellement, c'est la même chose. On a des nuages de points, on a des exemples. Ces exemples sont nos données d'apprentissage. Et j'ai essayé de mettre un petit peu plus de couleur là pour mieux visualiser quelles sont les données d'apprentissage. Les données d'apprentissage, c'est celles où on connaît la réponse. C'est les données labellisées. C'est une autre façon de le dire.
Donc en gros, ce qu'on veut faire, c'est utiliser les données en jaune pour apprendre un modèle et appliquer ce modèle sur les lignes en bleu pour remplir les trous en orange. Donc on peut voir le machine learning comme remplir des trous dans une feuille Excel. Voilà. C'est une façon plutôt accessible d'envisager les choses et pas trop simplificatrice, je trouve. C'est ce qu'on va essayer de faire, mais du coup il nous faut récupérer ce genre de données. Alors j'ai plusieurs jeux de données, je fais une démo de plusieurs outils. C'est pas à chaque fois exactement les mêmes, mais ça va rester dans le monde de l'immobilier, le même type de données en tout cas. Toujours voilà, un bien par ligne, et puis chaque colonne correspond à une caractéristique de ce bien. Et des données, il y en a où? Il y en a sur Internet. Direction, j'ai choisi d'aller sur le site PAP. Un petit peu au hasard, mais a priori ça marche bien pour récupérer les données de PAP. Donc, place à la démo. Oui, ça c'était le petit schéma pour synthétiser des exemples de données. Ce qu'il y avait en bleu, c'était la partie input, entrée. Ce qu'il y a en orange, c'est ce qu'on cherche à prédire, l'output. Donc ça va être le prix du bien immobilier. À partir de ces exemples, on peut créer un modèle. Ayant ce modèle, on va pouvoir faire des prédictions sur de nouvelles inputs, de nouvelles maisons qu'on n'a jamais vues avant. On va pouvoir prédire leur prix. Donc c'est toute cette mécanique-là en fait que je veux vous montrer rapidement dans une petite démo, avec des outils qui permettent de récupérer les données, de créer un modèle, et tout ça en quelques clics. C'est parti pour la démo. Alors première étape, on va faire un petit tour sur PAP, voir à quoi ça ressemble. J'ai déjà fait ma recherche de maison à Bordeaux. J'ai un budget inférieur à 1 million d'euros. Ça paye bien le machine learning, mais quand même, pas non plus un acteur de Hollywood, même si mon travail est peut-être plus sexy. Je ne sais pas. Du coup, voilà ce que j'obtiens. C'est quand même bien structuré, là, c'est bien présenté, le prix toujours au même endroit. Et pour récupérer ces données, en fait, j'utilise un service qui s'appelle import.io, import.io. Je vais faire ce qui s'appelle un extracteur. Et donc pour ça, il veut l'URL de la page. Bon, bah, c'est simple, il faut savoir faire un copier-coller. Si vous savez faire un copier-coller, vous êtes plutôt bon pour faire du machine learning. Je ne sais plus combien de temps ça prend, mais a priori, il est en train de mouliner, je vois des choses qui changent. A priori, je suis bien connecté, ok. Et là, bim, on a déjà tout sous forme de tableau. Il a même récupéré les images. Il a récupéré la colonne des prix, le nombre de pièces. Bon, il faudrait peut-être enlever pièces. Tout comme là, pour le montant, il faudrait peut-être enlever le euro. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, celui-là, par rapport à ça. Et on a la description en texte ici. Voilà. Bon, après, il y a des choses qui servent à rien, comme en savoir plus. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Extract Data. Ce que j'avais fait en fait sur un autre site qui s'appelle realtor.com, donc site américain. Et c'est mon autre jeu de données de Realtor que je vais utiliser pour la suite de la démo. La suite de la démo, ça va être de regarder un minimum à quoi ressemblent ces données. Est-ce qu'elles semblent être de qualité ou pas? Et donc pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle Trifacta. Pour ceux qui n'ont pas le temps de tout noter, je vous donnerai une petite référence qui contient toutes ces références. J'avais déjà préchargé mes données, étant pas trop sûr de la qualité du Wi-Fi. Et donc elles sont là. Je pense que si on clique sur le gros bouton coloré, il devrait nous les montrer. Et il se trouve que à l'époque, donc j'ai utilisé import.io, mais il était pas aussi raffiné qu'aujourd'hui. Il a extrait des choses un peu bizarres qui sont peut-être parfois en doublon aussi, mais je sais pas pourquoi il y a un underscore là. Passons. En tout cas, on retrouve des choses intéressantes comme adresse. Je vais peut-être zoomer pour ceux qui sont au fond. Est-ce que vous arrivez à voir à peu près bien? Ouais, on va dire que oui. Donc adresse, très bien, prix, il me montre une petite distribution des prix, ok. Ouais, petit doublon là, je l'ai avec ou sans le signe $, bon il m'a récupéré aussi la monnaie, bon
Très bien, nombre de chambres. On peut vérifier aussi que ça a l'air cohérent. Ouais, on a un pic à 3 chambres, c'est ça? Et puis bon, ça augmente progressivement et puis ça diminue et ça se tasse complètement. Donc ça nous permet de valider rapidement que les données ont l'air d'être pas trop délirantes. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le prix aussi. Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à le voir? Peut-être parce que j'ai trop zoomé. À moins qu'il était peut-être avant. Ah, il était avant. Il était avant. Il y a un truc que je viens de remarquer. Que je viens de remarquer. Oui, le prix était avant, oui, exactement, merci. En plus, j'en ai parlé. Un truc que je viens de remarquer là, c'est qu'il y a des valeurs sur lot size, donc ça doit être la taille du terrain, un truc comme ça. Il y a des valeurs dans les milliers, et là, des valeurs toutes petites, j'ai 0,32, et là, j'ai plusieurs milliers. Et donc, au début, aucune idée d'où vient ce problème, mais ce qui est sympa, c'est que normalement, il a gardé quelque part, on voit peut-être pas là, mais j'avais... Ah si, l'URL, donc on peut retourner sur la page, regardez, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en regardant sur les pages, on se rend compte que là, c'est pas les mêmes unités. Là, on est en square feet, en pieds carrés, et là, on est en acres. Qu'à cela ne tienne, on peut demander la conversion acre, square feet à notre moteur de recherche préféré. Moi, c'est l'inverse que je veux. Donc, a priori, le 0,32, il faudra que je le multiplie par 43 560. Bon. Est-ce que je peux faire ça rapidement ou pas? En fait, bon, faut savoir à peu près quelles sont les valeurs typiques en square feet de surface. Mais une fois qu'on le sait, alors il est possible de créer des recettes de transformation. Alors il faut que je retrouve où est-ce que ça se trouve parce que je n'utilise pas tous les jours. C'est ce mode sombre aussi qui me perturbe. Alors, standardiser, extraire, compter, comme ça on peut voir un peu toutes les fonctionnalités. On peut fusionner des colonnes, on peut les reformater, créer des colonnes à partir d'exemples, ça j'ai jamais fait. Group by pour ceux qui ont déjà fait et des pivots aussi pour ceux qui ont déjà fait de l'analyse de données. Fonction, mais peut-être fonction, tiens. Fonction, il y a des fonctions mathématiques, des fonctions logiques. Moi, c'est un peu ça que je veux faire, c'est un peu un if, c'est-à-dire que si ma valeur elle est trop basse, je veux faire une transformation, sinon non. Sinon, oui, je peux aussi trouver directement dans le menu là. Alors, j'ai dit que c'était où? C'est à la fin de la journée, ça devient difficile. Filter, non. À côté de la loupe, là, c'est pas transformation, en haut. Là, en haut à droite, ça. À côté de Run Job, sample, recipe, Search Transformations. Ah, bien vu. Mais moi, je veux juste faire une fonction style if. Et if, c'est quoi le nom? C'est lot. Ah, en plus, il me le propose. Et plus petit que... Oups. Plus petit que 500 pieds carrés parce que c'est vraiment petit, 500. Je connais pas la conversion en mètres carrés. Je vais lui dire, bah du coup, tu me fais lot size fois, c'était 43 000 et quelques. Je vais juste mettre 43 000, je me souviens plus. Autrement, tu touches pas. A priori, c'est déjà dans la bonne unité. Et ce qui est sympa, c'est qu'il me fait une preview. Donc je vois que mon 0,32 tout de suite, c'est un petit peu plus conséquent. Et ces valeurs-là aussi, voilà, tout de suite, ça booste. Donc on était dans une unité différente parce que oui, elles sont très élevées dans l'unité pieds carrés. Mais bon, nous, il faut qu'on uniformise tout. Et voilà, ça fait ma petite recette. Alors, il me la montre plus. Peut-être qu'il faut faire un run job. Ouais. Bon. En tout cas, a priori, sur la preview, c'était correct. Voilà, tout ça pour dire qu'a priori, c'est assez accessible.
tout comme il y a des petites modifs à faire. Bon, je vais revenir, j'ai l'impression que ça prend un peu plus de temps que quand j'avais préparé. Il y a des petites transformations très simples à faire, comme là, alors half bathroom, les demi-salles de bain, a priori il s'agit de toilettes. Donc quand il n'y en a pas, c'est que probablement il faut mettre un 0. Et normalement, il nous permet de remplacer les valeurs manquantes. Voilà, set missing values à 0. Voilà, donc c'est plutôt pratique pour préparer nos données très rapidement. Il y a probablement d'autres choses à modifier, mais bon, l'idée c'est de voir un petit peu l'esprit qu'on peut, on peut nettoyer nos données graphiquement, voilà, sans savoir forcément programmer. Là maintenant, je vais supposer que mes données sont propres et je vais passer sur un autre outil. Donc ça, c'était Trifacta. Voilà. Avant, j'étais sur Import.io, là j'étais sur Trifacta. Maintenant, je vais passer sur un outil qui s'appelle BigML, qui permet de faire du machine learning. Et donc c'est à peu près les mêmes données. On a mon nombre de salles de bain, mon nombre de chambres, mon prix aussi, peut-être que l'ordre a changé, toujours l'adresse, toujours là. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des petites visualisations aussi sous forme de... j'avais fait une recherche à Las Vegas, donc forcément ça apparaît beaucoup. Voilà, une petite visualisation sympa d'un nuage de mots, pardon. Et il faut lui dire c'est quoi mon champ objectif, c'est quoi ma variable à prédire. A priori c'est prix, donc on lui dit prix. Là il met un petit point d'exclamation pour dire ça je ne préfère pas l'utiliser. Il a compris que l'ID en fait servait à rien, donc il ne va pas l'utiliser, donc tant mieux. Et après, comme j'entends beaucoup parler dans les médias de masse des réseaux de neurones, et ben j'ai envie de créer un réseau de neurones, donc je vais faire one click deepnet. Il va me créer un deep neural network en un clic. Voilà, sans avoir non plus à programmer. Donc, évidemment, se pose la question de est-ce que je peux faire confiance à ce truc ? Ce que je trouve intéressant, c'est voilà, que ça devient la priorité. La priorité n'est plus comment fonctionnent les algorithmes, la priorité devient comment est-ce que je peux être confiant que ça fonctionne bien. Donc pour ça, il faut mettre en place une stratégie d'évaluation et même une stratégie d'explication, enfin stratégie d'explication. Il va falloir qu'on obtienne des explications sur le fonctionnement de ce DeepNet. Ne sachant pas exactement combien de temps ça prend, ah oui, tout d'un coup ça a vite progressé. Je vais en profiter pour faire ma petite parenthèse sur mon évaluation. Donc on a un système, on a un outil un peu boîte noire. On a ce modèle qui est capable de nous faire des prédictions de prix. Comment est-ce que je pourrais quantifier à quel point les prédictions sont bonnes ou pas? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir évaluer la qualité de notre modèle? Il faudrait lui faire un quiz comme un humain qui apprend. Ouais. Super bonne idée, comparé à ce que fait l'humain. Oui. Prendre une partie du jeu de données et supprimer la colonne de résultats, en fait, comparer à ce que le modèle va nous dire, comparer avec les données qu'on a rendues. Oui, exactement aussi, ça c'est quelque chose qui se fait très souvent, même tout le temps. Et du coup, comment séparer les données? Donc on a des données disponibles, mais ce qu'il faudrait faire, c'est se dire... Ah oui, il a fini. C'est se dire, il y en a qu'on va utiliser pour l'apprentissage, d'autres qu'on va pas utiliser pour l'apprentissage, donc pour des tests, pour des évaluations. Comment choisir celles qui vont dans les tests et celles qui vont dans l'apprentissage? Soit on le fait au hasard, sinon on pourrait peut-être penser à des choses comme je vais lui faire apprendre un modèle sur Bordeaux et je vais tester si ça fonctionne bien à Toulouse par exemple. Je sais pas si c'est pertinent là, mais bon, pourquoi pas. Tout comme on pourrait, oui, peut-être avoir un système de détection de chiens ou chats, classification entre chiens et chats, et mettre certaines races en apprentissage et d'autres races en test pour déjà voir concrètement est-ce que les prédictions sont bonnes. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est demander des prédictions pour un nouveau jeu de données qui n'a pas été donné à la machine. Ça tombe bien, en fait, j'ai utilisé 80% de mes données pour apprendre mon modèle, il m'en reste 20% que j'ai laissé de côté. Donc il faudrait sur ces 20% demander des prédictions et comparer la colonne prédiction
à la colonne des vraies valeurs. Je suis pas sûr d'avoir le temps de faire ça. Combien de temps est-ce qu'il me reste, s'il y en a qui savent? 5 minutes? Peut-être pas. Bon. Je vais peut-être vous montrer très rapidement qu'il y a une option qui permet de faire ça, qui est de faire batch prédiction dans BigML. Et là, je vais taper... Je vais chercher mon 20%, donc voilà, ça a l'air d'être celui-là. Je peux configurer pour lui dire donc la sortie de cette tâche de prédiction par lot, batch prediction. Je veux configurer le nom de la colonne des prédictions. Je vais peut-être l'appeler pred, comme ça, voilà, je vais l'identifier très facilement. Et je vais pouvoir télécharger le résultat. Pendant qu'il fait ça, je vais juste préciser un petit peu la mécanique à faire ensuite, que j'aurai peut-être pas le temps de montrer, mais c'est qu'on avait une colonne prix, donc il ne s'est pas servi, mais on va rajouter une colonne prédiction. On va pouvoir comparer, donc créer encore une nouvelle colonne dans Excel, a priori c'est pas trop compliqué. On va faire la différence entre prix et prédiction. Voilà, on va cliquer la valeur prix d'origine, la valeur prédiction. On va peut-être rajouter la petite fonction valeur absolue devant, apps. On va peut-être diviser par le prix, comme ça on a un pourcentage d'erreur plutôt qu'une erreur absolue. Par exemple, une erreur de 200 000 euros sur un bien de 200 000 euros, c'est problématique, mais sur un bien de 20 millions, ça l'est moins. Donc voilà, on va pouvoir se créer notre propre mesure d'erreur et du coup notre propre mesure de performance pour voir si est-ce que les prédictions sont plutôt fiables ou pas. Après, ce sera peut-être intéressant aussi d'aller regarder sur qu'est-ce qui a été utilisé pour faire la prédiction. Est-ce que l'explication, elle est compréhensible, elle a du sens pour un expert de l'immobilier? Si c'est servi, par exemple, si c'était servi de l'ID pour trouver ces prédictions, là on serait dit non, on peut probablement pas faire confiance à ce modèle. Alors, donc là on a vu premièrement comment on pouvait très facilement avec les services en ligne réutiliser des modèles pré-entraînés. Donc c'était le cas pour le Ink Recognizer pour mon chèque et c'était le cas pour l'analyse de sentiments. On a vu qu'on pouvait aussi créer des modèles sur des données plutôt style Excel, hein, avec des lignes et des colonnes de valeurs numériques ou même catégorielles ou même textuelles pour le champ adresse. Quid des images? Il y a également des services cloud qui permettent de faire la même chose pour de l'image. Désolé. Je ne sais pas ce qui a bugué. Un exemple que j'aime bien, c'est celui-ci de détecter les grains de beauté qui sont potentiellement dangereux. Donc est-ce qu'ils sont plutôt malins ou plutôt bénins? Tout ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir créer votre modèle, c'est d'avoir des images et d'avoir annoté ces images, d'avoir des labels. Donc c'est ce qu'on voit en bas, il y a une variété de cas de figure différents. Et ce qui est très dur à voir au fond, j'imagine, c'est qu'à côté de chaque petite image, il y a écrit bénin ou malin. Et donc si vous fournissez ça à voilà, un service spécialisé sur de l'image, il va se charger de créer le modèle. Donc c'est la même chose que ce que je présentais dans mon diagramme. Des exemples de input, c'est la photo, output, c'est l'étiquette. Il va créer un modèle qui permet de prédire si une nouvelle photo d'un nouveau grain de beauté est plutôt malin ou bénin. Là, il nous explique un petit peu la logique, qu'il perturbe un petit peu l'image, il détecte des features. Bon, on n'est pas obligé on peut creuser encore plus pour savoir c'est quoi ce truc detect features, comment ça fonctionne, ou pas. Et ça, c'est un service assez novateur qui s'appelle LOBE, LOBE, mais qui a été racheté récemment par Microsoft, qui n'a pas été encore intégré à la plateforme Azure, mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est d'analyser les erreurs de ce système. Donc, elles sont de deux types et elles peuvent être représentées via une petite matrice comme ça. C'est ça que je voulais montrer dans ce slide. En fait, les erreurs et les bonnes prédictions.
Donc il y a 2 types de bonnes prédictions et 2 types d'erreurs, ce qui motive le fait qu'il y ait 4 petits cercles. La première bonne prédiction, c'est j'ai prédit que c'était bénin et c'était bénin. La deuxième bonne prédiction, c'est j'ai prédit malin et c'était malin. Et alors au niveau des erreurs, je vous laisse imaginer. Je peux prédire que c'est malin alors que c'est bénin. Je peux prédire que c'est bénin alors que c'est malin. Ça, on peut l'étendre à n'importe quel diagnostic et même n'importe quelle prédiction faite potentiellement sur un utilisateur, un client. Je prédis que mon client il va pas renouveler son abonnement, ou il va le renouveler, ou je prédis qu'il va rembourser son prêt, ou il va pas le rembourser. Et donc en fait, il y a 2 types d'erreurs possibles à chaque fois quand on est sur de la classification binaire. La signification de ces erreurs est différente. Si si je lui dis que voilà, il a un cancer, que je me suis trompé, bah, il va faire de la chimiothérapie pour rien. Si je lui dis tout va bien et qu'en fait il avait un cancer, problème aussi. À voir, c'est peut-être dur dans ce cas-là de jauger l'importance, quel est le type d'erreur qui est plus grave que l'autre. Mais voilà, la signification est différente. Et donc c'est sympa d'organiser un petit peu tout ça dans une matrice. Donc en vert, c'est les bonnes prédictions. Et voilà, il y a 4 cas de figure, comme je disais. En rouge, c'est les mauvaises prédictions. C'est sympa de le représenter de façon visuelle. Souvent, on va mettre des chiffres de nombre de bonnes prédictions ou de nombre de mauvaises prédictions. Visuellement, je trouve que ça parle encore plus. Donc voilà, en fonction du nombre, faire grossir la taille du cercle. Et donc déjà, là, on peut comprendre un peu plus les erreurs qui sont faites, le type d'erreur. Pareil pour l'immobilier, on pourrait regarder est-ce qu'il surévalue, est-ce qu'il sous-évalue. On pourrait s'amuser à regarder ça en fonction sur différents quartiers. Est-ce qu'il y a des quartiers où des types de biens où ils fonctionnent mieux que d'autres, notre modèle. Donc voilà, il y a plein de choses à faire en fait. Vous n'êtes pas limité par les outils parce qu'ils sont là, ils sont faciles à utiliser comme on l'a vu. Après, la seule limite, c'est l'imagination de l'analyse qu'on peut faire des prédictions de ces modèles. Je reviens aux images. Je parlais de Lob, très intéressant, mais aussi un autre service que j'aime bien qui, lui, n'est pas en bêta privée ou plus accessible par cause de rachat par une grosse entreprise. C'est Clarify, donc une start-up assez récente qui permet de faire un peu la même chose. Là, j'ai mis une capture d'écran pour aussi voir qu'il nous permet de filtrer les images. Donc là, il y a des images un petit peu sensibles de drogue ou on va dire drogue, et d'autres a priori normales de médicaments. Et il faut pouvoir faire de la modération et dire quelles sont les images que vous pourriez montrer peut-être à vos enfants et celles où peut-être que vous vouliez y réfléchir à 2 fois en fonction de l'âge de l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre aussi qu'il y a ce concept de seuil de degré de confiance en fait. Donc on ne va pas juste dire c'est une image acceptable ou pas, on va donner un degré d'acceptabilité et à partir de là, une fois qu'on peut quantifier les choses, genre entre 0% et 100% acceptable, on peut définir des seuils à partir duquel on dit automatiquement non ça on veut pas, ou on dit automatiquement ça on prend. Et quid de ce qu'il y a au milieu, on peut pencher, on peut focaliser notre analyse peut-être un peu plus sur ces cas de figure où le degré de confiance est peu élevé. Donc là, ce seraient les exemples au milieu. Peut-être qu'on va se rendre compte aussi que notre labellisation des données était erronée sur ces cas-là. Voilà, ça peut arriver. Un autre exemple que j'aime bien, alors lui par contre j'ai pas encore réussi à me constituer mon propre dataset pour faire une vraie démo, mais c'est détecter entre un loup et un chien, savoir faire la différence. À quoi ça sert, j'en sais rien, mais c'est juste qu'il y a des chiens loups, on se dit parfois c'est étonnant, ou voir juste un loup, on se dit ah ouais lui il est dangereux, il a l'air mignon, mais bon. Moi ça m'interpelle en tout cas visuellement, mais aussi la raison pour laquelle je le montre, c'est parce qu'il y a des gens qui sont effectivement amusés à faire ça, à faire ce type de système. Je n'ai pas répliqué moi-même, mais ils ont eu une réflexion assez intéressante qui est de demander une prédiction au modèle. Est-ce que ça c'est un chien ou est-ce que c'est un loup? Donc le modèle, réseau de neurones, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, il y a plein de couches de neurones, de machin. Et le réseau dit moi je suis assez sûr que ce truc là c'est un loup. Et donc on regarde, on se dit oui effectivement c'est un loup, il fait du bon boulot, la prédiction est correcte, je vais avoir un taux d'erreur très faible.
Mais si on peut lui poser la question, on se pose la question, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Si on lui pose la question, sur quoi t'es-tu basé pour faire cette prédiction? Et qui nous dit ça, en gros, on se dit, on n'a pas créé un détecteur de loup, on a créé un détecteur de neige. Donc non, on ne peut pas lui faire confiance. Donc voilà, il y a des outils aussi pour ça qui commencent à être intégrés de plus en plus aux plateformes, des outils open source qui sont intégrés aux plateformes cloud que j'ai montrées. Ça commence à venir. Voilà. Le sujet de l'explicabilité, c'est assez nouveau. C'est porté par plein de gens. Et c'est vraiment, je pense... On peut se permettre on arrive à ce genre d'interrogation beaucoup plus rapidement à partir du moment où on se rend compte que les algorithmes d'apprentissage, c'est pas vraiment le truc limitant. On peut expérimenter facilement. Du coup, voilà, on se pose la question beaucoup plus rapidement de est-ce qu'on peut faire confiance. Voilà, je pense que là, j'ai plus de temps du tout. Ouais. J'ai gardé au cas où des slides sur les plateformes de machine learning en général qui permettent de se faciliter la vie pour expérimenter et même en fait pour aller jusqu'au déploiement en production. Il y en a des très générales comme les BML, il y en a des un peu plus ciblés comme les Clarify qui permettent de juste se focaliser sur des images et des tâches de classification. C'est ce que j'appelle les plateformes semi-spécialisées. Voilà, il y a des plateformes très générales de développement et déploiement de modèles. Il y a les plateformes semi-spécialisées. Il y a aussi des plateformes qu'on pourrait qualifier de verticales qui ne vont s'attarder qu'à un seul problème. Par exemple, détecter si mon client il va ou pas rembourser son prêt bancaire. Donc toujours le même type d'input, d'entrée, de sortie à prédire et le même type de problème. Par contre, ce qui va changer, c'est que d'une banque à une autre, les données ne sont pas les mêmes, les clients ne sont pas les mêmes. Donc je vais quand même vouloir créer mon propre modèle. Et si jamais les données d'apprentissage sont fixées, comme c'est le cas pour le Ink Recognizer ou pour l'analyse de sentiments, là on peut dire qu'on a accès à des modèles pré-entraînés en mode as a service. Donc voilà, les pre-trained models as a service. Donc ça pour montrer qu'il y a une certaine structure quand même dans toutes ces offres cloud machine learning. Et que oui, donc il y a plus d'infos à aller chercher dans un rapport dont je vais vous partager l'adresse si ça vous intéresse. Un petit comparatif. Oui, des petites explications aussi sur comment s'architecture, quels sont les composants d'un système de machine learning auquel penser. Je vais pas du tout avoir le temps de détailler tous ces points-là, mais ce que je veux juste montrer, c'est le nombre de carrés et de ronds. Et là, en fait, en couleur, j'ai mis en violet ceux qui ont besoin d'appliquer du machine learning. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une majorité de composants qu'il faut créer, dont la création est informée par le machine learning, mais qui n'utilisent pas d'algorithmes de machine learning ou de librairies de machine learning. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que disaient Dan et Denis sur le fait que 90% du travail va être au niveau de la donnée, ou en tout cas pas au niveau de la modélisation. Ça, c'est dans ce magnifique rapport que j'ai pu créer avec deux organisations, une qui s'appelle Digital Catapult au Royaume-Uni et une qui s'appelle Papis qui organise des conférences en machine learning. Donc voilà, c'est disponible via mon site, entre autres. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si vous avez des questions suite à la lecture de ça, à me les envoyer par email. Ce sera très intéressant pour moi de voir quelles sont peut-être les améliorations à y fournir dans une prochaine version. Et si vous avez des questions là maintenant aussi, je les prends. Merci pour votre attention. Il n'y en a pas eu la session d'avant, donc c'est pas trop une surprise qu'il n'y en ait plus, qu'il n'y en ait pas maintenant non plus. Mais bon, on peut aussi échanger de façon plus intime autour du cocktail. Merci à vous.
Eh bien, merci beaucoup Louis, Dan et Denis pour cette présentation. Donc effectivement, on vous attend autour d'un verre pour pouvoir continuer les échanges. Pour ceux qui souhaiteraient nous quitter dès à présent, on vous invitera à sortir par l'axe principal de l'avenue Jean-Jacques Bosque, donc dans ce sens-là. J'en profite du coup pour remercier également l'équipe média qui était là ce soir pour la mise en place du matériel, l'équipe com, Claire à la facilitation graphique et Fabien pour l'accueil. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.